Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Face aux auteurs est consacré à Nathalie Cohen. Nathalie, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec plaisir, Lizzie. Voilà, alors on reçoit Nathalie pour un livre qui est édité chez Flammarion, qui s'appelle L'Or de Jérusalem, et qui en fait est la troisième partie d'une trilogie, mais c'est un livre que l'on peut lire, enfin les trois livres peuvent se lire séparément. Peuvent se lire séparément. Celui-là peut se lire directement, parce qu'on change à chaque fois d'espace et de temps. Donc on peut le lire directement. D'accord, donc ça fait partie, les histoires qui sont traitées dans cette trilogie se placent dans l'époque antique. Oui. N'est-ce pas? Premier siècle de l'ère chrétienne. En 66, enfin en l'occurrence celui-ci. Pour celui-là, en 66, en fait, j'imaginais un héros qui puisse évoluer à l'époque de Néron. Donc Néron prend le pouvoir en 54 après l'ère chrétienne. Et puis bon, après, là, mon roman va se passer dans la transition entre Néron et Vespasien, avec son fils Titus. Pourquoi cette époque, elle me fascine? D'ailleurs, elle est fascinante, effectivement. Parce que pour moi, c'est la clé de voûte de notre civilisation. Quand je dis notre, c'est la nôtre à tous. C'est un fourmillement laquelle est attaquée actuellement. Donc c'est bien celle-là, c'est-à-dire cette conjonction du judaïsme et de l'hellénisme. Donc le judaïsme avec son idée morale. Donc le judaïsme, c'est une religion dont l'acmé, c'est les 10 commandements, c'est le décalogue, et qui va donner naissance au christianisme. Et puis l'hellénisme, et qu'est-ce que c'est que l'hellénisme? Qu'est-ce que c'est que le grec et le latin? C'est l'émergence du logos, c'est-à-dire du discours raisonné sûr. Et de cette jonction entre le religieux et la morale, le divin et le discours raisonné sûr, est née une civilisation judéo-chrétienne. Et donc j'avais envie de rester dans ce berceau-là, de faire évoluer des personnages dans ce berceau de la naissance de cette civilisation. Donc on est au début du roman, en 66 en Galilée. Et puis mes trois personnages, en fait il y a trois personnages qui sont importants. Donc Marcus, qui est un ancien pompier de Rome, il doit fuir. Un vigile, voilà. Donc un vigile, ça correspond aux pompiers, mais pas tout à fait, parce que c'est plus de la prévention d'incendie que de la... C'est très précis. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas qu'il y avait des pompiers comme ça à Rome. Oui, déjà, bien sûr. Ça fumait à Rome. Ça fumait, Rome est en boire, donc Rome brûle tout le temps. Et donc l'ancien vigile, donc il s'en va avec son fils, et la femme qu'il aime, qui est une vestale, Gaïa, à qui il est interdit en fait d'avoir une relation avec un homme. Donc il a eu ce fils avec Gaïa, et donc la femme qu'il aime va le rejoindre en Galilée. D'ailleurs, elle fait un voyage très original. Elle est obligée de voyager. Elle s'exfiltre. Elle est exfiltrée parce que effectivement Néron a l'œil sur elle. Elle est exfiltrée dans un cercueil. On fait croire qu'elle a la peste, donc c'est un sarcophage de plomb, et donc elle a l'impression. J'avoue avoir été très claustro au moment de la lecture. Oui, moi aussi. Et donc voilà, il se retrouve donc dans le pays, pour aller vite, qu'on appelle le pays des Juifs, qu'on appelle la Judée par métonymie, mais en vérité c'est la Galilée, la Judée, la Samarie, l'Idumée, le Golan, de chaque côté du fleuve Jourdain. Donc la Pérée, et puis ensuite le sud, donc on appelle l'Idumée. Et donc en fait, il se retrouve là. Et Gaza là-dedans. Alors Gaza, ça fait partie de ce pays des Juifs, mais Gaza, c'est une petite bande qui traditionnellement, dans la tradition juive, était habitée par le peuple de la mer qu'on appelait les Philistins. D'où Palestine. Alors, Palestine, bien plus tard, donc plus tard que l'époque d'écriture de mon roman, les Romains, donc il y a eu, là je vais parler de la première révolte juive, mais entre parenthèses, il y a eu une deuxième révolte juive en 132 après l'ère chrétienne. La première c'était 66 à 70, on va dire. Et en 132 après l'ère chrétienne, la révolte a été tellement difficile à mater pour les Romains et tellement difficile aussi pour les Juifs que pour punir les Juifs de s'être révoltés, on appelle le pays Palestine, du nom Palestina. C'est une humiliation, oui. Oui, du nom de leurs ennemis bibliques. Sachant que les Philistins qui habitaient cette partie de Gaza
à Gaza, là, cette bande. Ce sont des Indo-Européens, ce ne sont pas du tout des Sémites. On pense qu'on les appelle les peuples de la mer, etc. Donc, en tout cas, une chose est sûre, tout est bien installé. Et les Judéens, on va les appeler les Judéens pour les différencier de ce que je vais appeler les Juifs ou les judaïsants dans l'Empire romain, se rebellent contre Rome parce que économiquement, ils sont extrêmement pressurés. Ils sont taxés, impôts, ils sont taxés, surtaxés, oui. Les impôts, comme vous dites, les impôts. Donc ce sont des impôts. Voilà, les paysans n'y arrivent plus. Vous aviez un système de travail journalier, donc les paysans deviennent pauvres. Et puis, il y a l'aspect religieux aussi, parce que en fait, la révolte va vraiment débuter au moment où un des gouverneurs romains, donc celui de l'époque, Florus, décide de taxer 17 talents d'or. Donc un talent d'or, c'est à peu près 30 kilos, 17 talents d'or du temple de Jérusalem. Et donc là, la révolte, et puis il crucifie beaucoup de gens qui ne sont pas contents, etc. Et donc la révolte prend, et ça va flamber à ce moment-là, en 66 jusqu'en 70, où le temple va être détruit et Jérusalem détruite. Voilà. Très bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que d'abord, je voudrais préciser que tu es enseignante oui. En lettres classiques, grec et latin, que tu es d'origine tunisienne, oui. comme moi. Voilà, je suis née aussi juive tunisienne. Quoi ? Ouais, mais comment, Salomon, vous avez dit et je voulais savoir comment on arrivait à vouloir travailler sur l'Antiquité, parce que bon, tout a démarré en fait à Carthage. Enfin, je sais qu'il y a eu un fourmillement de toutes ces nationalités, grecs, romains, juifs, bref. Tu as écrit un essai en 2017. Oui. Qui s'appelle, je l'ai noté, mais... Qui s'appelle « Une étrange rencontre, juifs, grecs et romains ». Voilà, et je voulais que tu alors, déjà, de quelle famille, toi, est-ce que tes parents étaient enseignants? Est-ce que tu as été éduqué avec des historiens ou... Je sais pas, ça m'intrigue beaucoup, en fait. Alors, je voulais savoir comment ça s'est passé. Pas du tout. Ma famille vient de Djerba, donc en Tunisie. C'était des juifs extrêmement observants, au point que, du côté de mon père, j'ai un oncle, donc un grand-oncle, qui a été le premier dayan, c'est-à-dire juge des affaires juives, sous Ben Zvi, donc au moment le deuxième président de l'État d'Israël. Donc en fait, c'était des gens qui étaient extrêmement observants, des gens assez lettrés, et quand même. Mon grand-père paternel, je ne pense pas qu'il ait été un peu simple, il avait quelque chose d'autiste. Mais il était tout le temps dans ses livres de prière, etc. Donc il n'est pas parti comme les autres en Israël, il n'a pas fait l'Alia. Ils sont venus en France, donc avec mon père. Et là, mon père a rencontré ma mère qui venait exactement du même sud tunisien que lui. De Djerba aussi, ta Alors, ma mère m'a juré que non, il y avait des mélanges. Mais quand j'ai fait ma héritage, c'était 100% Djerba cyrénaïque, malheureusement. Mais Djerba, c'est la source quand même. Il y a la Griba, la plus vieille synagogue. Il y a la Tunisie du Sud, ouais. avec une immigration qui est différente de celle du Nord, de Tunis, etc. Tunis, c'est beaucoup plus mélangé. Bref, en tout cas, c'était des gens qui... mon père était un premier de la classe, mais il a fait des mathématiques. C'était quelqu'un qui avait un esprit mathématique. D'accord. Et mais pourquoi est-ce que moi, j'ai voulu faire du grec et du latin? Alors, deux raisons. Premièrement, parce que quand vous êtes un enfant un peu sentinelle, vous vous rendez compte, en fait, de plein de choses. Vous vous rendez compte de ce que pensent les adultes. Et en fait, j'ai senti l'antisémitisme. C'est comme ça, j'étais à l'école, j'ai senti des préjugés, j'ai senti des choses, et j'en avais pas envie. Et donc, j'ai voulu... aller voir du côté des Grecs d'abord aller voir du côté des Grecs et des Romains, c'est-à-dire peut-être pas forcément parler de Jésus ou pas forcément m'entendre dire que les Juifs avaient tué Jésus, etc. J'avais envie d'autre chose. Donc déjà il y a eu ça. Et puis après je me suis rendu compte que ça me permettait de comprendre, travailler sur les Grecs et les Romains me permettait de comprendre
l'articulation avec le judaïsme. Parce qu'en fait, le judaïsme dans lequel j'étais, enfin moi je pense que j'ai vécu la Tunisie à Paris, c'est-à-dire dans le petit appart, les petits 2 pièces de mes grands-parents, il y avait il y avait un rabbin qui faisait les caparottes, c'est-à-dire qui allait... Qui tuait les poulets, bien sûr. Ouais. Donc la veille de Kippour. Enfin, il faudrait donc, en fait, c'est très compliqué. Mais en fait, je les voyais vivre un judaïsme qui était un peu étrange. Et quand j'en parlais, les gens disaient, elle est bizarre celle-là, etc. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le judaïsme était en dialogue permanent avec les Grecs et les Romains. C'est-à-dire que la fête des Lumières dite de Hanouka, c'est quoi ? C'est la commémoration qu'on ait pu trouver une fiole d'huile qui ne soit pas consacrée aux idoles. Et quand on réintègre le temple qui avait été profané en 64 avant l'ère chrétienne, eh bien cette huile va comme ça brûler pendant 8 jours. Donc, quand dans cette histoire de Hanouka qui est racontée dans le livre des Maccabées, donc deux livres en grec, qui n'est pas dans le canon biblique juif, c'est l'histoire de la revanche de judaïsmos versus hellénismos. Donc c'est à ce moment-là que le judaïsme, la façon de vivre juive, s'opposait à la façon de vivre hellénique. Donc déjà, il y a eu ça avec les Grecs et puis avec les Romains. Tous les mois de juillet et août, on commémore la chute du temple. Et je me suis aussi rendu compte que par exemple, le 9 Av, oui, le 9 Av, bien sûr. Mais je me suis rendu compte aussi que la façon dont les sacrifices étaient faits par les Juifs et la façon dont les sacrifices étaient faits par les Romains étaient à la fois très proches et très lointaines. Je me suis rendu compte aussi que quand on avait un rituel, les fameuses prières qu'on faisait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, à gauche, à droite et devant, c'est la façon dont les Romains saluaient l'empereur. Donc en fait, je me suis rendu compte que... Intéressant, ça. Je le marque, je le dis dans le livre. Je me suis rendu compte qu'en fait, le judaïsme avait tout à voir, tout à dialoguer avec ce monde-là. Et donc, ce monde-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et notamment, comme je disais tout à l'heure, la clé de voûte de notre civilisation, elle vient de cette rencontre ou pas entre les deux mondes. Et là, D'où l'essai. Alors, d'où l'essai. Oui, l'essai, oui. Donc, tu reparles. Vas-y, recite le titre. Parce alors, que c'est un essai qui est paru au CERF en 2017 qui s'appelle « Une étrange rencontre, juifs, grecs et romains ». D'accord, donc ça c'est un essai, donc c'est une réflexion de ta part sur une certaine période, des recherches sur l'origine. En fait, moi j'ai une formation d'historienne des religions et j'ai travaillé sur la rencontre ou pas entre la civilisation grecque, dans le sillage des conquêtes d'Alexandre le Grand, donc on est au IVe siècle avant l'ère chrétienne, et avec les Juifs. Donc Alexandre part, il va vers le sud, il va à Tyr. Et puis ensuite, ses armées descendent en Judée, puis ensuite ça va descendre jusqu'en Égypte et ça va aller jusqu'au bord de l'Indus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? Et c'est fascinant d'étudier cette rencontre parce que, en fait, Alexandre était accompagné par des intellectuels, donc élèves d'Aristote, etc., qui devaient qualifier tout ce qu'ils voyaient. Donc les gens et les choses, le vivant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on voit dans la nature, etc. Et on tombe sur ces gens, ces juifs, enfin ces judéens. Et là, les Grecs les estampillent et disent ce sont des philosophes puisqu'ils vénèrent l'un. Le un, monos. Donc, puisque pour eux, le un, l'un, l'unicité est le principe du monde, et que les philosophes, notamment avant Socrate, avaient chacun sa façon de caractériser. Certains disaient c'est le feu qui régit le monde, certains disaient c'est l'eau, quel principe. Là, c'est le principe de l'un. Donc, pour les intellectuels qui accompagnent Alexandre, pour ces Grecs-là, les Judéens deviennent un peuple de philosophes. Et donc, au départ, la rencontre est plutôt bien parce que les Judéens sont contents d'être qualifiés, d'être valorisés comme ça sur le plan intellectuel et de la pensée. Et puis petit à petit, dans une étrange rencontre, je vais montrer comment ça évolue et puis comment ça dégénère un petit peu. Alors, ce qui est joli, c'est que justement ce travail de recherche et cet essai se transforme avec ton savoir, avec tout ce que tu as appris de toutes ces origines, etc. Tu en fais quelque chose de romanesque et tu commences à écrire ton premier tome qui s'appelle Modus operandi, la secte du serpent. Donc ça, c'était chez De Noël. Alors ça, mon premier tome, j'avais envie que les gens soient en immersion à Rome. Donc ça commence avec le règne de Néron. Néron, il règne en 54, il a 17 ans, il commence à régner en 54. Et là, on est en immersion à Rome.
et mon héros enquête sur une série de parricides. Donc là, l'intrigue est parce plus que simple. ce sont des thrillers antiques, en fait. Voilà, alors elle n'est pas très thrillerisante. Le premier, c'est plutôt un roule-tabille, mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on rentre dans Rome. Et puis le deuxième, j'avais envie de parler du grand incendie de Rome. Parce que le grand incendie de Rome en 64, qu'on attribue à Néron, à tort, je voulais parler de ça. Et puis, je rejoignais mon sujet parce que la tradition chrétienne disait que les chrétiens ont été persécutés, les premiers chrétiens ont été persécutés après l'incendie de Rome parce qu'on leur a fait porter le chapeau, grosso modo. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand les Juifs rencontrent les Romains, les Judéens rencontrent les Romains, ça se passe bien au départ, on est en moins 146 à peu près, les Romains commencent à arriver dans la région. Donc ça se passe bien, et puis à un moment donné, Pompée qui était, donc on est vers moins 60, moins 65, moins 63, Pompée qui était dans une guerre en Syrie, va dépanner il y a deux rois, des héritiers des Hasmonéens qui se font un peu la guerre, va dépanner un roi contre un autre, et il fait des prisonniers, il soutient un camp contre l'autre, il rentre dans le temple, et il profane le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, parce qu'il veut voir ce qu'il y a dedans. Le Graal. Parce que en fait, dans l'Antiquité, les temples, ils ont tous une statue à l'intérieur. Là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'idole, bien sûr. Pensez au Parthénon avec la statue d'Athéna Chryséléphantine, Athéna toute Parphidias, tout en ivoire, avec de l'or et l'ivoire et tout ça. C'est pareil partout. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est mal pris. Et là, la pensée, la littérature, le point de vue que les Judéens vont avoir sur les Romains va changer. Il va y avoir un développement d'une littérature qu'on dit apocalyptique, parce que apocalyptos, ça veut dire apocalyptes, c'est la révélation, d'accord? Et cette littérature révèle quoi? Qu'au nom de la chute des empires, de même que les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs ont chuté, ce sera pareil avec les Romains. Et donc, je reviens à l'incendie de Rome, quand il y a l'incendie de Rome, vous avez des immigrés juifs plus ou moins affranchis qui ont été pris en esclavage par Pompée depuis moins 63. Donc l'incendie de Rome, on est en plus 64. Pendant cet incendie de Rome, il y a des gens qui ne sont pas impressionnés par 8 jours de ténèbres. 8 jours et 9 nuits de ténèbres, c'est marqué dans les livres, c'est l'Apocalypse. Ça veut dire que voilà, Rome va s'écrouler. Et c'est ces gens-là qu'on a été désignés à Néron en disant, regarde, ceux-là, ils sont un peu détentes. Et puis, ils étaient dans le Trastevere, de l'autre côté du Tibre, en grande partie. On dit, mais ces gens-là sont assez détendus. Eux, c'est peut-être eux qui ont incendié Rome, ou alors ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas rendu grâce aux dieux, donc on va les persécuter. Mais on est en 64, Jésus est mort en 33. Qui étaient ces gens? Ça ne pouvait pas vraiment être des chrétiens. Non, absolument. C'était donc des judéo-chrétiens, et j'explique ça, je montre ça dans Un fauve dans Rome. Donc j'y raconte l'incendie de Rome, et puis une affaire de pédophilie, effectivement, qui va remonter aux plus hautes sphères de l'État. Donc celui-là, Fauve dans Rome, je ne le conseille pas aux adolescents, parce qu'il est un peu dur. Et puis, à un moment donné, mon éditrice me dit, où est-ce que tu vas le faire aller, ton héros, maintenant? Je dis, je ne sais pas, Alexandrie ou Jérusalem, parce qu'il est originaire d'Alexandrie, mon Marcus. Marcus. On tombe amoureuse de Marcus. Oui. Et il est beau gosse, d'ailleurs. Je me dis, si jamais il y a une série... Ouais, je sais pas, moi aussi, je l'ai idéalisé. J'ai un petit... quelques noms d'acteurs. Et donc, en fait, elle me dit, écoute, ce serait bien qu'il aille à Jérusalem. Et j'appréhendais le fait de le faire aller à Jérusalem, parce que Jérusalem, je suis obligée de raconter la chute du temple. C'est ça. Je suis obligée de raconter... Parce qu'en vérité, toute la fin, guerre, c'est ça, enfin, tout ce qu'on va chercher. Non, pas que, parce que vous avez énormément de morts, etc., partout, tout mais le temps. Mais t'es parti sur le temple et sur voilà, et donc... pas d'image dans le temple, et qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'ils veulent aller voir. Je me dis comment ça a flambé, c'est-à-dire pour le savoir, il faut l'écrire. Parce que Flavius Joseph nous raconte que le temple... Flavius Joseph, c'est l'historien qui raconte ça. Ouais. Et c'est un trésor. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on a la guerre des Gaules, la guerre des Gaulois contre les Romains, on n'a pas de Gaulois qui nous racontent la guerre qu'ils ont faite contre César. Mais là, on a quelqu'un qui... asseyez-vous, je vous en prie. On a quelqu'un qui nous a raconté tout ça.
Et il nous l'a raconté, mais c'est très discuté quand même entre historiens, non? Non, c'est pas très discuté. Pas ce qu'il raconte, lui. Le témoignage de Flavius Joseph... n'est pas discuté. Alors, il n'est pas discuté. Il peut toujours être discuté. Il peut être discuté. Mais il est confirmé par les découvertes archéologiques. D'accord, voilà, c'est ça qui est important. Quand il dit qu'à un moment donné, Titus décide de changer la couleur des projectiles, quand il décide de changer la couleur des projectiles, de passer du blanc au noir pour que les rebelles ne les voient pas, c'est confirmé par des découvertes archéologiques. Quand il dit qu'il y a eu telle bataille à tel endroit, c'est de plus en plus confirmé. Qu'est-ce qui est problématique dans Flavius Joseph? Ce qui est problématique dans Flavius Joseph, c'est sa trahison. C'est-à-dire que Flavius Joseph, à un moment donné, il était général de la Galilée. Et puis il décide de se rendre. Il décide de se rendre avec une manœuvre incroyable. Il se débrouille pour être dans les derniers à s'auto-suicider, s'auto-trucider. Ils sont dans une forteresse de Jotapata. Et tout le monde dit, bon, on va se suicider, parce qu'à l'époque, c'était la grande mode. Vous pensez à Masada, c'est ça? Oui, exactement. Je pense 73, là, on se suicide, on ne va pas quand même mourir, et on ne va pas se rendre. Et donc, en fait, il arrive, il est dernier, je ne sais pas, par un calcul, à la courte paille, etc. Il se retrouve avec un monsieur avec lui, et il dit, bon, on ne va pas se tuer là, rendons-nous. Donc, il se rend. Il se rend et il prédit l'empire à Vespasien. Alors, il dit qu'il a des dons prophétiques, mais pas vraiment. Cette année 69 est une grande année d'instabilité, je l'explique dans le roman. Et on voit bien que celui qui est impérator, l'impérator c'est le chef des armées, donc il a du flair, il se dit il y a toutes les armées, il a 4 légions, plus les légions d'Alexandrie pour lui, il risque d'être nommé empereur. Et donc il prédit l'empire à Vespasien, et quand ça se passe, que fait Vespasien? Il le libère de prison, il l'affranchit sous le nom de Flavius, parce que la famille de Vespasien, Titus, c'est Flavius, les Flaviens, Flavius Josephus. Donc, ce Joseph se retrouve à être l'historiographe officiel de l'Empire, enfin des Flaviens. Donc il faut le lire, tout en sachant qu'à un moment donné, quand il dit que Titus ne voulait pas détruire le temple, il ne peut pas le dire. Donc le lire, mais en sachant d'où il parle, si je puis dire. Et donc voilà, mais on a des témoignages qui sont très forts. Et alors là, je dois vous dire que j'avais cette appréhension parce que mon père, que Dieu repose son âme, lisait et relisait Flavius Joseph. Et ça, je le marque, je lui ai dédié le roman, et je le voyais avec un regard fébrile. Ce regard de mon père fébrile est très, très, très grave. Je l'ai retrouvé en 73, j'avais 4 ans, et il était descendu dans sa voiture pour écouter la radio pendant la guerre de Kippour. Ouais. C'était le même regard. C'était le même regard, et vraisemblablement, s'il avait vécu, pour le 7 octobre, ça aurait été le même regard qu'il aurait eu. Et donc, je savais que j'allais descendre en enfer en lisant Flavius Joseph et en le digérant et en l'insufflant dans l'intrigue de mon roman. Je l'ai quand même fait, ça a été très dur. Ça, c'est dans ton deuxième roman. Non, donc, ça, c'est le premier. Le premier. Non, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, d'accord. Voilà, on parle de celui-là, parce que en fait, celui-là me tient vraiment à cœur. Et on va pas, enfin, je parle de l'incendie de Rome dans Un fauve dans Rome, mais là, c'est pour ça. Voilà. Oui, et donc en fait, à un moment donné, donc pour savoir comment ça s'est passé, il faut l'écrire. Et donc je l'ai écrit. Comment ça s'est passé? À un moment donné, vous verrez que Marcus, il se retrouve devant ce temple en feu, et quand le rideau brûle, il hurle parce qu'il entend un hurlement et il hurle. Et on a l'impression que Dieu hurle. Il a fallu que je me dise. Enfin, que j'y sois, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut y aller. D'ailleurs, on y est avec toi quand tu racontes. Je sais bien. Et donc voilà, j'appréhendais. Bon, après, il y a des trucs plus marrants. Il y a des trucs plus marrants. Par exemple, Titus et Bérénice. Enfin, c'est marrant. Oui. Comment ils se sont rencontrés? Pour le savoir, il faut l'écrire. Parce que Racine nous parle de Titus et Bérénice, malgré lui, malgré elle, inuitus, etc. Inuitus. Mais comment ils se sont rencontrés? Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est assez... drôle de penser que pour savoir comment ça s'est passé vraiment, il faut l'écrire. Oui. Alors Marcus bégaye comme Moïse. Alors il bégaye, oui. Alors il bégaye comme Moïse. Il bégaye parce que l'histoire bégaye, je crois. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je voulais un héros bègue. Et il y a des tas de gens à qui j'ai demandé conseil, dont pour moi le patron Pierre Lemaître, qui m'a dit, dis donc, le bégaiement,
Je traduis, c'est Pierre Assouline. Non, c'est Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, l'écrivain, pardon. Ah, pardon, parce que je croyais que c'était... Non. C'est drôle d'ailleurs. Oui, non, voilà. C'est Pierre Lemaitre qui m'a dit, dis donc, le bégaiement, ça va pas forcément tenir, et finalement, il tient le bégaiement. Non, et on s'habitue, parce qu'on zappe en fait. Mais, et donc voilà, il bégaye parce que il a vécu un pogrom en 1938. Le premier pogrom de l'histoire juive, c'est 1938 à Alexandrie. Donc dans un fauve dans Rome, il se le remémore. Il a vécu un pogrom et on lui a... Suite à ce pogrom, on l'a emmené en esclavage. Il a été esclave en Égypte, d'ailleurs en Haute-Égypte, près d'Éléphantine, et on lui a brûlé la langue, comme Moïse. Voilà. Mais enfin, dans cette trilogie, dans ces 3 romans et dans celui-ci, il y a en miroir, en fait, notre époque. Enfin, j'ai comme une impression de déjà-vu. Alors, l'impression de déjà-vu, enfin, moins barbare, moins... Enfin, je ne sais pas. Non, remarque, je ne sais pas. C'est assez barbare. Oui, voilà. À un moment donné, Flavius Joseph, et je le marque, dit que certains archers assyriens ouvrent les ventres des gens qui s'échappent du siège parce que ils veulent récupérer l'or. Bon, bref, mais c'est barbare aussi. Alors, en fait, pourquoi ça a fait référence à notre époque? Alors, quand je l'ai écrit, c'était avant le 7 octobre. J'avais pris la décision avant le 7 octobre et je l'ai écrit, il était fini, quasiment fini, le 7 octobre, et le dimanche 8, je me mets devant mon roman, j'y arrive pas, et mon héros cherche son fils roux dans une Jérusalem détruite. Donc en fait, ça a été terrible, parce que pour écrire ça, je me suis dit, les choses vont bien, quelque part. Non, les choses vont bien, et tu peux te permettre de l'écrire. Et devoir avoir écrit ça, alors que, voilà... Donc, et parce qu'Alexander, le fils de Marcus, est roux. Il est roux et il est kidnappé. Voilà, donc, et il est kidnappé. Voilà. Mais ça, c'était avant le 7 octobre. Oui, avant, c'est ça. Voilà. C'est ce que tu dis. Et en fait, l'actualité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est actuel? D'abord, ce qui est actuel, c'est l'antijudaïsme. Alors, moi, je dis toujours qu'avant que le christianisme devienne la religion émergente, et ensuite l'islam, la religion, la religion forte, avant que ce soit... c'est plutôt une inquiétante étrangeté que provoquent les Juifs vis-à-vis des autres. C'est pour ça d'ailleurs que mon essai s'appelait Une étrange rencontre. Je me suis toujours demandé pourquoi tu as dit ça. Parce qu'il y a ce sentiment d'inquiétante étrangeté. Alors où est l'étrangeté? L'étrangeté, c'est un peu freudien, ça, comme... non Sûrement. Bah oui. L'étrangeté, c'est l'athéisme des Juifs. Parce que pour les anciens, comme les Juifs n'ont pas de statut, ce sont des athées. Il n'y a pas de Dieu. Donc en fait, bon, bref. Et puis, le comportement aussi par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'ils ne déposent pas leurs enfants, ils ne les abandonnent pas. Et donc Tacite, l'historien Tacite, dit c'est des tarés, quoi. Ils gardent tous leurs mioches, même les mal formés, etc., etc. Et donc en fait, il y a à la fois une inquiétante étrangeté, mais à la fois une séduction du judaïsme chez les esclaves, parce qu'il y a la semaine. Les Romains, les Grecs ne connaissent pas la semaine. Les Babyloniens et donc les Judéens qui sont allés en exil à Babylone, et c'est sûrement pour ça, on ne sait pas vraiment, ou pas, connaissent la semaine. Le 7e jour, tu t'arrêtes de travailler avec ton âne, avec ton esclave. Donc ça c'est d'une force inouïe dans la société antique. Donc les esclaves, les affranchis, les femmes qui veulent protéger leurs enfants et qui n'ont pas besoin de se circoncire. Donc en fait, il y a, au 1er siècle de l'ère chrétienne, on pense que sur 60 millions, vous avez une personne sur 6 dans l'Empire romain qui judaïse. C'est-à-dire qui est sympathisant, qui sympathise avec... Comme Gaïa. Comme Gaïa. Dans le roman, vous verrez que Gaïa devient une craignante Dieu et qu'elle passe son temps à faire des vœux au temple, ce qu'on appelle le naziréat, dans une chambre à l'entrée du temple. Joli, ouais. Elle passe son temps. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle rencontre Bérénice, parce qu'il s'avère que Flavius Joseph nous dit que Bérénice avait fait des vœux de nazirat, elle avait des trucs à se faire pardonner aussi. Donc on ne boit pas de vin, on prie toute la journée, on mange très peu. C'est un carême, voilà, parce que ça peut être sous 40 jours. Ça peut aller jusqu'à 40 jours. Et donc en fait, le point commun avec notre époque, c'est cette inquiétante étrangeté, tout en étant doublé d'une attirance pour le judaïsme. Le point commun avec notre époque, évidemment, c'est cette haine. C'est-à-dire que ça, Joseph le dit alors qu'il écrit en 80 après l'ère chrétienne. Le temple est tombé en 70, il écrit en 80. Il dit « Mon peuple est celui qui a le plus souffert et qui a le plus, reçu la haine. »
Donc haine, et donc évidemment, ça coïncide avec notre époque. Ce qui coïncide avec notre époque aussi, alors je me suis rendu compte, j'ai demandé, je pense après le 7 octobre, j'ai demandé à ce que l'on fasse une carte, parce que j'en pouvais plus d'entendre Palestine, au commencement était la Palestine. Donc je fais une carte avec le pays des Juifs. Tiens, montre à la caméra, parce que c'est plutôt par là voilà. aussi. Et donc avec toutes les régions tout de même, Galilée, Golanitide, Décapole, donc vous avez une partie de la Jordanie, une partie de la Syrie, la Pérée, des deux côtés du Jourdain, la Samarie, la Judée et l'Idumée. Oui. Et donc en fait, ça coïncide avec notre époque parce que en fait, les gens ont l'impression que cette histoire d'Israël vient de nulle part, qu'il n'y a jamais eu de rapport entre les Juifs et leur terre. Et c'est vrai que pour moi, c'était important aussi de le signifier. Donc il y a énormément de résonance avec notre époque actuelle. Et ce que je voulais aussi, c'était transmettre la mémoire. Alors là, il s'avère que les gens me disent c'est super bien ficelé, on est plongé dans le bouquin, etc. C'est vrai. Mais je voulais que les gens aient cette mémoire parce que sans histoire et sans mémoire, on est exposé à la manipulation la pire en fait. Et donc, on a besoin d'avoir notre mémoire. Nous tous, qui sommes héritiers pour éviter aussi qu'elle se répète tout le temps dans la souffrance, etc. Ça sert de leçon, ça devrait, enfin normalement. Ça devrait, mais voilà. C'est pour ça aussi d'avoir de la mémoire. C'est pour tirer des leçons. La mémoire peut fonctionner, peut aider certaines personnes qui ne savent pas se Ouais. Nos jeunes, voilà, ça peut aider. Prendre des décisions qui connaissent pas. Et donc, j'avais envie. Après, je me suis dit, ce livre, il va aussi réarmer les gens pour qu'on puisse quand même. Oui, on apprend énormément de choses. Mais j'aimerais qu'on finisse sur ça, d'ailleurs, sur le titre et sur le mot or que tu as utilisé. Alors, je te laisse expliquer. Voilà, l'or de Jérusalem, Yerushalayim Shel Zahav. Alors, en fait, donc Laura Men, c'est pour toi. Je lance un message à Laura qui voulait te poser cette question justement, l'or de Jérusalem et Jérusalem. Alors, chère Laura, donc en fait, donc en 67, il y a eu la chanson de Naomi Shomer, Yerushalayim Shel Zahav, quand Jérusalem a été récupérée par Israël, enfin unifiée. Donc il faut bien comprendre que l'unification de Jérusalem, c'est quelque chose de très important parce que le mur du temple était un mur où les gens mettaient leurs excréments. Il faut bien comprendre ça. C'est violent. C'est violent. De la partie jordanienne de Jérusalem, c'était un mur où on faisait caca. On mettait ses excréments, où on jetait les ordures, etc. Arrive cette chanson de Naomi Shomer pendant la guerre de 67, Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, de bronze et de lumière. De tous les chants qu'il y a eu sur toi, je suis le violon. Donc je cite cette partie de la chanson. Et je me suis rendu compte que ce livre était aussi une ode à Jérusalem. Et l'or de Jérusalem, c'est l'or du temple. Donc, sa richesse. Sa richesse, et d'ailleurs, j'ai consulté 2 traités du Talmud pour bien voir, donc des souvenirs qui sont très, très émouvants d'ailleurs, pour parler de la grappe d'or qui est à l'entrée du Kodesh, donc de la première salle sacrée du temple. Sainte. Voilà, sainte et sacrée. Or, en hébreu, ça veut dire lumière aussi. Donc, je joue sur l'or, voilà, et sur la lumière. En fait, tu joues sur la matérialité et sur la spiritualité. Voilà, et puis, il faut savoir que un héros va changer de nom et il va devenir Meir, c'est-à-dire il va apporter or, ir, la lumière. Donc, en fait, on joue là-dessus dans le roman. Voilà. Et Ir, c'est pas la ville aussi en hébreu? Oui, Ir HaKodesh aussi. Oui, mais là, dans Meir, c'est la racine de Or, de la lumière. Ir HaKodesh, la ville sainte. Merci voilà. Nathalie, mais c'est impuissance, voilà. Je te remercie infiniment. On va arrêter cette vidéo, mais on va se revoir dans 5 minutes parce que j'aimerais beaucoup détendre un peu l'atmosphère parce que là, tu nous as tout bien expliqué. Je vous conseille vivement de lire L'or de Jérusalem aux éditions Flammarion de Nathalie Cohen. Voilà, et on se retrouve plus tard pour une petite interview face cash. Merci à tous. Merci. Merci Nathalie, merci beaucoup. Merci.